Le problème n'est pas d'organiser une primaire qui irait de Mélenchon à Macron. Non, ce n'est pas ça le sujet. Il n'est pas là. Parfois, il y a des positions irréconciliables à gauche et il faut l'assumer. Moi, je ne peux pas gouverner avec ceux qui considèrent que François Hollande, c'est pire que Nicolas Sarkozy ou que Manuel Valls, c'est pire que Jean-Marie Le Pen. Je ne peux pas gouverner avec ceux qui font des meetings, des rassemblements avec Tarek Ramadan, c'est-à-dire aux antipodes de ce que nous sommes. Donc ce débat, nous devons aussi l'assumer à gauche. Tout ne se confond pas. À l'intérieur de la salle, 250 élus et partisans réunis par le ministre de l'Agriculture et celui de la ville. Et certains opposants à la loi travail, discrètement infiltrés. Mais ça ne va pas durer. J'étais calme et on m'empêche. Regardez, je suis calme, monsieur. Sous les applaudissements, ce militant est militaire. Mais je le dis aussi quand j'entends dire qu'il y a deux gauches irréconciliables. Parti. Je dis, moi, je ne les ai jamais rencontrés. Et quand j'entends ça, ça me choque, ça me blesse profondément. Nous sommes tous des socialistes et nous sommes tous à gauche. Au-delà des divergences, au sein de la gauche, il y aura toujours deux camps. Et encore une fois, les Français vont s'en rendre compte dans les jours qui viennent, s'ils ne l'ont pas déjà fait. Celui qui aspire toujours plus à la justice sociale, à plus d'égalité, qui croit au progrès, et celui qui confond liberté et libéralisme, et celui qui défend une politique qui finalement sert toujours les mêmes. On n'a pas perdu une élection quand on ne s'est pas battu. Donc mettons-nous au travail tous autour de notre premier secrétaire. Au Parti socialiste, mettons-nous au travail, et je suis convaincue, avec ce travail et en se rappelant toujours ces valeurs, eh bien que nous avons une chance de gagner, parce que la droite, ce n'est plus possible, mais pas seulement pour ça, parce que nous serons capables de porter un projet porteur d'avenir. Voilà ce que je souhaitais vous dire très simplement, mes chers camarades, et remercier encore une fois Jean-Christophe. Merci Martine Aubry. Retour pour ce dernier débat. Les deux précédents ont été animés par Mathieu Magnodex, que j'ai rejoint. Ce dernier débat sur notre grand thème de cette soirée, le premier débat qui va suivre la présidentielle française. Faut-il encore sauver le Parti socialiste comme il nous... Deuxième débat est sur le thème « Le compromis ou la rupture ». Alors le compromis, c'est ce livre-là, cet éloge du compromis rédigé par Henri Weber, qui est philosophe de formation et qui est aujourd'hui directeur des études auprès du premier secrétaire du Parti socialiste, après avoir été député, sénateur, etc. Alors Henri Weber, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce livre, c'est, je pourrais dire, une sorte d'appel au secours avant ce que vous appelez la reine des batailles 2017, avec deux thèmes. Éviter la débandade générale, c'est ce que vous dites, et en même temps essayer, en l'évitant, de refonder la gauche. Quant à l'éloge du compromis, on retrouve, d'ailleurs vous le citez, le discours qu'avait fait François Hollande le 3 mai dernier, le nouveau compromis, et qu'on retrouve dans cette interview de François Hollande, qui est dans la revue Le Débat, où on se demande même s'il n'y a pas un Henri Weber derrière les thématiques nouvelles, et peut-être que vous êtes aussi le directeur des études du candidat François Hollande, plus que du premier secrétaire. Et pour vous discuter, et peut-être disputer, Olivier Besancenot, avec lequel vous aviez déjà débattu en 2004, à l'époque où, pour vous, il représentait cette autre gauche qui n'accepterait pas le compromis. Aujourd'hui, pour vous, vous vous en prenez surtout et vous la réduisez, je dirais, à Jean-Luc Mélenchon dans votre livre. Et vous aviez adressé, je pense qu'Olivier Besancenot l'a reçu, une lettre recommandée aux facteurs qui avait été envoyée au moment où Olivier était encore candidat à la présidentielle. Olivier Besancenot lui-même a sorti un petit livre, mais assez nerveux, c'est pas au poids et à la longueur que se fait la qualité des livres, qui est Petit dictionnaire de la fausse monnaie politique. Alors je vous dis juste, ne cherchez pas le mot compromis, il n'y est pas. Au mot gauche, à chaque fois, c'est le contraste. Il y a la gauche, et la réponse c'est maladroite.
une gauche qui fait une politique de droite. Et en revanche, il y a un mot que vous employez souvent, qui est dans votre livre, la gouvernance. Et là, il la moque en disant « la bonne gouvernance, c'est une façon de nous refourguer », dit-il, Olivier Besancenot, le mauvais gouvernement. Alors, une autre raison pour laquelle on s'est dit que le débat pourrait être stimulant entre vous deux, c'est qu'évidemment, et vous l'assumez, d'ailleurs votre bibliographie le rappelle, vous avez en partie, à des générations différentes, partagé la même histoire politique. Vous avez été un fondateur de la jeunesse communiste révolutionnaire, puis de la Ligue communiste, avec Alain Krivine et Daniel Ben Saïd, organisation qui a finalement donné le nouveau parti anticapitaliste, mais qu'avait rejoint plus tard Olivier Besancenot. Pour défendre votre cohérence, vous citez Paul Valéry. Vous dites, notre génération, la vôtre, qui a fait ces chemins-là, qui a investi les institutions, a entendu le précepte de Paul Valéry, « Le monde ne vaut que par les extrêmes et ne dure que par les moyens. Il ne vaut que par les ultras et ne dure que par les modérés. » Et là, vous parlez, vous reprenez la parole, « La plupart d'entre nous avons entrepris de leur faire durer. » Alors, je lance le débat, et puis après, vous débattrez entre vous. Faire durer ce monde au nom du compromis. On va voir si c'est un vieux monde, s'il y a un nouveau monde qui peut émerger. Mais le compromis est un mot que chacun peut entendre. Faire des compromis, écouter, faire des majorités d'idées, etc. Ma question est toute simple. Il y a la question de la méthode et du contenu du compromis. Est-ce que c'est un compromis quand il est fait par un seul qui, dans notre système, remplace le « nous » de la volonté souveraine du peuple par le « je » présidentiel, et qu'il dit « je », qu'il dit « moi président », et qu'il fait « je président », y compris au contraire de son programme électoral. Et ensuite, le contenu. « Je président » a proposé la déchéance nationale. Avec qui faisait-il un compromis? Sinon avec l'extrême droite et la droite extrême, dans ce moment qui fut un moment de grande rupture morale pour beaucoup de ceux qui lisent Mediapart. C'est à moi. Bon. Alors, ce livre n'est pas du tout un appel au secours. Il est une tentative à un moment donné, il faut lever le nez du guidon. On est pris dans la bataille, vos invités précédents l'ont exprimé. Bon, mais à un moment donné, il faut essayer de faire le point sur qui nous sommes, nous, la gauche réformiste, d'où nous venons, à quelle étape en sommes-nous, que pouvons-nous espérer, que pouvons-nous faire, quel bilan peut-on tirer de chacune des étapes. Bon. Et c'est ça que j'essaye de faire. C'est une mise en perspective, pas seulement du quinquennat, mais de la gauche réformiste contemporaine, qui est évidemment en crise. Bon. Et elle est sur le reculoir dans toute l'Europe, et je dirais même dans le monde entier, si on regarde. Bien, mais il s'agit, à mon sens, d'une crise qui n'est nullement une crise d'agonie, pas plus une crise d'adolescence, c'est une crise de refondation. Et ce n'est pas la première. Le Parti socialiste fête cette année ses 111 ans. Du haut de ses 111 ans, c'est le Benjamin de la bande. Parce que la social-démocratie allemande ou suédoise, ils ont dépassé les 150 ans. Et ils ont connu toute une évolution, tout un développement. Et donc, je montre qu'il y a divers âges de la social-démocratie, du socialisme démocratique. Il y a un premier âge qui est l'âge utopique et révolutionnaire, et qui a duré des décennies, bon, jusqu'en 1921, jusqu'à la rupture communiste. Bon. Et en commençant dans les années 1850 avec les sectes socialistes, et puis surtout en comptant un apogée avec la Deuxième Internationale marxiste, bon, parti mondial de la Révolution, excusez du peu. Bon. Et puis, il y a eu le schisme communiste, et puis il y a eu un deuxième âge qui est une gauche réformiste qui est devenue, en effet, parlementaire et réformiste, gradualiste, et qui a cessé progressivement de vouloir détruire le capitalisme. C'est là où on touche la question du compromis. Il ne s'agit pas de compromis à la petite semaine,
au coin du Parlement entre tel et tel. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de compromis historiques. Pendant des décennies, lorsqu'elle était révolutionnaire, utopique et marxiste, le mouvement ouvrier socialiste était en effet révolutionnaire et voulait détruire la bourgeoisie comme classe, abolir la propriété privée des moyens de production, éradiquer le marché, détruire l'État bourgeois, créer la société sans classe, gérer l'économie par le plan. Bon, autrement dit, il était dans une orientation, pas du tout de compromis, mais d'affrontement visant à l'anéantissement. C'était ça, le mouvement socialiste pendant longtemps. Bon, et des textes innombrables. Je cite là-dedans et Marx qui disait la critique, les armes de la critique ne remplaceront jamais la critique par les armes. Et Jules Guesde, qui trouvait qu'il allait un peu loin, lui répondait « Nous sommes pour la conquête du pouvoir par tous les moyens, y compris les moyens légaux. » Bon, donc c'était ça. Alors quand... Oui, je termine là-dessus. Si on peut en venir au présent. Oui. Non, mais pour expliquer ce que c'est que le compromis il s'agit d'un compromis social. C'est une méthode de transformation qui s'est imposée, qui a été théorisée au début des années 1930, 32-33, en Scandinavie et spécifiquement en Suède, par des prix Nobel d'économie, par des leaders syndicalistes comme Parsons, et qui expliquent parce que eux, ils étaient aux premières loges pour assister à ce qui se passait quand on planifiait et quand on éradiquait la propriété privée des moyens de production. La Suède, c'est en face de l'URSS. Et vous voyez ce qui se passait au début des années 30. Et ça les a fait réfléchir. Et ils ont dit, on peut très bien atteindre les objectifs du socialisme, qui sont la maîtrise de l'économie, une société du bien vivre et une démocratie accroissante sans détruire le capitalisme, mais à 3 conditions. Disposons d'un État démocratique que nous construisons. Si nous disposons syndical, politique et associatif fortement organisés et qui ont une culture de la coopération, eh bien, nous pouvons agir sur la société et la transformer de l'apport irremplaçable des entrepreneurs, de leur initiative, de leur capacité à produire des richesses. Nous pouvons très bien, sans détruire le capitalisme, sans détruire la société bourgeoise, sans risquer le totalitarisme, nous pouvons très bien obtenir les résultats que nous poursuivons parce qu'on peut agir sur la société par d'autres moyens que par la violence fût-elle de masse. Si Olivier Besancenot m'autorise, juste question, parce que votre réponse est à l'image du livre. Parce que je vais vous poser une question sur, voilà, l'éloge du compromis, c'est quoi le bilan de ce compromis-là, de ce quinquennat? Mais j'y consacre un chapitre. Justement, mais en même temps, je veux vous citer, parce que vous parlez à un moment, c'est les pages 140-141 du bilan de François Hollande. Il peut ainsi donner l'impression d'ignorer où il va, ou même de se diriger en sens contraire de la direction annoncée. Donc vous le concédez. En réalité, il s'efforce surtout de contourner les obstacles et d'utiliser à ses propres fins les vents contraires, au risque de désorienter, voire de désespérer le peuple de gauche, massé sur les berges. Vous le dites vous-même. Il ne le fait pas sans erreur de navigation, parfois grave. Là, incise, mais il n'y aura rien de plus dans le livre, ce n'est pas le lieu ici d'en égrener la liste. Ni toujours avec les meilleurs équipages. D'ailleurs, on remarquera qu'il y a un nom qui est pratiquement absent de ce livre. On se voit souvent M. Cambadélis, mais on ne voit pas beaucoup M. Valls. Et là, on reconnaît votre, comment dire, cette histoire commune, et j'aimerais la réaction d'Olivier Besancenot, pour légitimer cette façon d'aller à godille, un petit peu, de François Hollande, pour l'illustrer. Vous avez trouvé une drôle de citation, tirée d'un drôle de livre, quand même, Terrorisme et communisme, de Léon Trotsky. Oui. Le voilier doit bien manœuvrer sous le vent et sot est celui qui voit des contradictions dans les manœuvres qui le mènent au but. Authentique. Je sais. Authentique. Mais il s'agissait de la... Et lui, c'était un grand manœuvrier et il connaissait la voile. Il a beaucoup pratiqué. Je m'arrête là. À vous de débattre maintenant. Allez-y, Olivier.
Sur quoi je dois réagir Non, en mais premier sur la citation de Trotsky. Non, l'idée. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure boussole de Trotsky, si on parle voile. Dans le livre, Terrorisme et communisme, je pense que cette boussole-là, c'est pas ma référence préférée. Je pense que celle-là, en général, elle amène plutôt à de grands naufrages plutôt qu'à une orientation politique. Maintenant, sur le fond, on peut discuter histoire. Même sur l'histoire, je suis pas sûr de partager une bonne partie de ce qui vient d'être dit. En tous les cas, cette espèce de chronologie figée, un petit peu, de schisme et de scission, qui fait que, en grande maturité politique, si j'ai bien compris, de l'anticapitalisme révolutionnaire un petit peu sommaire, on est passé en fait à la théorie du compromis. C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que même chronologiquement, bien avant 1921, et personne ne me dira le contraire, la social-démocratie allemande, pour ceux qui s'en souviennent, était déjà l'éloge du compromis. C'était la construction même du mouvement ouvrier qui se construisait dans le cœur de l'appareil d'État. Et s'il y a bien eu des scissions, et sans même parler des dangereux bolcheviks, était l'épisode de la guerre, de la Première Guerre mondiale. C'était lié aussi à ces premiers épisodes de la social-démocratie qui finissaient par s'endormir dans le cœur de l'appareil d'État, qui finissaient par trouver confortables les palais de la République, tellement confortables finalement qu'on en arrivait à préférer l'union sacrée et finalement la Première Guerre mondiale. Et il y en a dans la social-démocratie qui sont dressés contre ça. Je pense par exemple à Jaurès. Donc en fait, rien n'est figé. En réalité, il y a toujours eu cette ambivalence et comment dire, cette dualité politique au sein du mouvement ouvrier entre deux orientations politiques qu'on fait que se creuser depuis. Et le problème, c'est que depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Donc moi, je préfère le prendre par le biais de l'actualité, pas forcément par le biais de l'actualité la plus immédiate, parce que malheureusement, pour expliquer que, enfin, pour faire l'éloge du compromis, même sous François Hollande, je souhaite bien du courage à ceux qui veulent faire cet éloge-là, sans parler de cette actualité la plus récente, je voudrais simplement penser à l'évolution du monde. On est dans une nouvelle période, on est dans un nouveau contexte, qui n'a plus rien à voir avec tout ça. Et on est tous concernés, enfin, pour ceux qui ont encore la volonté de se référer au mouvement ouvrier, on est tous concernés par ça. On a eu un siècle politique terrible où les idées de gauche, les idées socialistes, communistes, libertaires ont été discréditées, entachées par deux tragédies terribles. Le totalitarisme stalinien d'un côté, pour moi, la social-démocratie de l'autre, et j'inclus là-dedans le bilan des guerres, et y compris des guerres coloniales d'ailleurs, qui fait que des générations entières naissent dans un monde, depuis, et c'est très schématique, la chute du mur de Berlin, et depuis la gestion lente et molle de l'alternance social-libérale dans le cadre de la mondialisation capitaliste, dans l'idée que finalement, un autre monde que le système capitaliste n'est pas possible, voire pas souhaitable. Donc dans ce monde-là, on est, je crois, condamnés, tous en tant qu'on est, à réinventer un nouveau mouvement social, un nouveau mouvement ouvrier, réhabiliter une perspective anticapitaliste, mais en prenant le monde tel qu'il est. La théorie du compromis, si par compromis, j'aime pas ce mot-là, hein, je préfère le dire, mais oublions les mots, parce qu'au bout d'un moment, il faut s'entendre sur le fond. Si le compromis, ça signifie mieux vivre pour des millions de personnes, qui peut être contre le compromis? On va appeler ça des réformes, le progrès, peu importe, ça va dans le bon sens. Il y avait une théorie social-démocrate, réformiste, en opposition à la théorie révolutionnaire, à la rupture révolutionnaire, parce que derrière se cachait l'ombre du totalitarisme, qui consistait à se dire on va avoir un rapport de force et on va pouvoir négocier finalement des espaces de compromis sociaux avec le capital. Sauf que ça ne fonctionne plus. Il va falloir se le dire. Parce qu'en effet, et là je suis d'accord, au-delà du cas Hollande, si on prend l'exemple européen et même l'exemple du monde, on a l'illustration qu'on a un réformisme sans réforme. Pourquoi ? Parce que le capital, d'abord lui-même, n'est plus tout à fait dans la même période. Il n'est plus dans la période, par exemple, des 30 Glorieuses. Il n'est plus dans une période d'expansion économique où, j'allais dire, mais sans provoquer, hein, il pouvait se permettre des compromis sociaux, c'est-à-dire des espaces, des caoutchoucs, s'offrir en social, au prix de haute lutte sociale par ailleurs, pour continuer à avancer. Aujourd'hui, on a un capitaliste qui, même selon les travaux de Marx, soit la lumière qu'on peut lui donner du point de vue idéologique, comme jamais, une crise de surproduction, de surconsommation, on le voit depuis 2000. Les contradictions du système capitaliste font qu'aujourd'hui, le capital ne peut plus se permettre de dire bah, écoutez, je vais vous lâcher ça de bon augure. Encore moins, en tous les cas, que par le passé. Ce qui fait que, quand bien même, et moi, j'y crois plus, hein, on aurait des équipes social-démocrates de bonne volonté qui arriveraient au pouvoir en disant nous,
on va prendre notre adversaire, la finance, qui n'a pas de visage, et on va lui mettre une tête au carré, mais de façon habile. On va réussir à lui extirper quelques dividendes, quelques profits pour faire avancer des progrès sociaux. Ben, le capital, il ne se laisse plus faire. Il lui dit, écoute, le monde a changé, ça, je ne peux plus le faire. Et le bilan, depuis 30 ans, c'est ça. C'est qu'on a un système capitaliste qui, aujourd'hui, est dans une telle situation que les compromis et les espaces de compromis sociaux n'existent plus. En tous les cas, plus de la même manière. Et moi, pour terminer, l'idée que j'en ai, c'est que les conquêtes sociales qu'on a obtenues dans les générations précédentes, y compris en France, obtenues de haute lutte, rarement, très rarement sur la base d'une promesse électorale, souvent au prix de grandes grèves, de grands mouvements sociaux, de grandes grèves générales, mais toujours au prix d'un grand rapport de force. Et qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que ce rapport de force, il faudra l'augmenter pour obtenir quoi que ce soit. Moi, c'est le bilan que j'en tire, parce que la seule conclusion du monde réel tel qu'il est, dans le cadre de la mondialisation, c'est que le capital, il est là où il en est, et puis il y a une autre évolution. C'est que l'appareil d'État s'est renforcé comme jamais. On a une bureaucratie d'État qui s'est renforcée comme jamais, qui comporte, je ne sais pas, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire peut-être même un petit million de soldats qui sont encristés dans l'appareil d'État et qui, si j'ai bien compris, s'accommodent bien de l'alternance entre d'un côté la droite, de l'autre côté la gauche social-libérale, social-démocrate. Donc c'est une problématique nouvelle. Et dans ce monde en changement, il faut raisonner autrement. Alors, comment vous allez ébranler tout cela? Oui, non. Je suis d'accord avec une partie de l'analyse qui a été faite et j'en tire des conclusions tout à fait différentes. En effet, nous sommes en réalité dans une période de mutation, plus que dans une simple crise. Ça fait 35 ans qu'on parle de crise. Une crise, en général, c'est un moment paroxystique, ça ne s'étale pas sur 4 décennies. Nous sommes dans une période de mutation. Une des premières données, une des premières modifications majeures des conditions de l'action du mouvement ouvrier, de la gauche et du salariat, c'est que le rapport de force entre les classes s'est modifié de façon très sensible au profit des détenteurs du pouvoir économique privé, chefs d'entreprise, multinationales, financiers, banquiers, et que le salariat entier, et également en Europe, se bat le dos au mur sur la défensive. Et pourquoi il en est ainsi? Parce que le capital s'est mondialisé, les syndicats, les partis, les États démocratiques sont restés étroitement nationaux. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de faire l'Union européenne, qui a pas mal progressé, mais qui, pour l'instant, est encore une amicale d'États nationaux, tous très jaloux de leurs spécificités et de leurs intérêts. Donc, il ne suffit pas d'avoir des projets, des programmes. Le mouvement ouvrier, social-démocrate, pour transformer la société, c'est donner de moyens. Les syndicats, les grandes confédérations interprofessionnelles, les associations populaires, les partis ouvriers de masse. Tu parlais de la social-démocratie allemande. Il y avait 1,5 million de militants et 10 fois plus de syndiqués. L'État démocratique, social, tout cela a été construit comme moyen d'action pour transformer, pour créer le rapport de force. Eh bien, ces moyens d'action sont restés nationaux. Les syndicats, les partis, les associations un peu moins d'ailleurs, grâce aux ONG nouvelles, qui ont tout de suite compris qu'il fallait s'organiser au niveau national. International. Bon, quant aux États-nations, aujourd'hui, ils sont confrontés à des méga multinationales qui ont des revenus supérieurs à leur budget et qui se dispensent de payer l'impôt. Vous avez vu Google, les GAFA et ainsi de suite. Voilà le rapport de force. Et donc, je n'en tire pas la même conclusion que toi. Pour moi, la conclusion que j'en tire, elle n'est pas défaitiste. Parce que si on vit un réformisme sans réforme, et si la révolution n'est ni possible ni souhaitable, alors il faut plier les Gaules. Ah, mais moi, je pense que la révolution est souhaitable. Oui, alors souhaitable. Bon, ben d'accord. Alors tu vas nous expliquer. Tu vas nous expliquer comment tu vas faire. Mais moi, ma réponse à la situation actuelle, c'est qu'il faut porter le niveau d'organisation et de puissance du mouvement ouvrier, du mouvement des salariés,
des syndicats, des partis, des États démocratiques au même niveau d'organisation que s'est doté le capital, que se sont dotés les détenteurs du pouvoir économique privé. Et c'est tout à fait possible. Nous sommes engagés dans ce processus. Bon, mais c'est un processus long, comme a été un processus long la création d'un mouvement ouvrier national. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant des décennies, le mouvement ouvrier a été local, organisé sur des bassins d'emploi. Et ceux qui disaient qu'il faut faire un mouvement ouvrier national pour se porter au même niveau de puissance et d'organisation que la bourgeoisie étaient considérés comme des songes creux. Eh bien, on l'a fini par le faire. Eh bien, il faut faire la même chose. Il faut créer le Parti des socialistes européens qui existe, mais qu'il faut développer considérablement, la Confédération européenne des syndicats, l'Union européenne comme union politique, et au niveau trans-européen, faire le même travail. C'est comme, alors, ça nous prendra un certain temps. Et au cours de ce temps, on va essuyer des défaites. Mais ce n'est pas la première fois que le mouvement ouvrier et la gauche essuient des défaites. Comme en effet, tout est affaire de force et de rapport de force, il faut être capable de se les donner. Et quand on ne les a pas, il y a une autre formule qui n'est pas de Trotsky, mais qui est de La Fontaine. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. Mais tout ça, c'est bien beau. Allez-y, non, j'écoutais, ça me rappelait la citation de Victor Serge, ce grand révolutionnaire communiste anti-stalinien qui disait de défaite en défaite... Libertaire aussi. De défaite en défaite jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire finale, rajoutait-il. Moi, à ce jeu-là, je préfère choisir mes défaites. Parce que du temps, je veux bien qu'on en réclame. Ça fait déjà un certain temps que la social-démocratie, en France, en Europe, a la main, et plus que la main, avec ce discours qui consistait à dire, puisqu'on évoquait l'Union européenne, donnez-nous la main, donnez-nous la majorité des gouvernements nationaux en Europe, et vous verrez que vous l'aurez, cette fameuse Europe sociale. On voit ce qu'il en est. C'est que ce n'est pas simplement... comment dire, un défaut de construction d'union politique. On y a l'union du capital face à nous, co-organisée par les gouvernements nationaux. Alors après, il y a des critiques que je ne ferai pas. Si l'objectif du gouvernement actuel, c'est de lancer la dynamique du mouvement ouvrier dans l'offensive, faire en sorte que le mouvement ouvrier redescende dans la rue à l'étape nationale, y compris dans une perspective internationale, on n'est pas loin de la victoire. Parce que depuis on va dire, 6 mois maintenant, le mouvement ouvrier en France redescend dans la rue. Mais pas à l'appel du gouvernement. Pas pour que le gouvernement aille plus loin, même pas pour que le gouvernement tienne ses promesses. Il le fait contre le gouvernement. Et pas sur une petite affaire, le Code du travail. Et pour ne pas m'attarder sur l'actualité la plus récente, c'est même pire que ça. Ce que j'entends, les grands appels au mouvement ouvrier, à l'histoire commune et à notre héritage politique commun, mais quand sous un gouvernement socialiste, des militants du mouvement ouvrier vont peut-être terminer en prison pour fait de grève, je pense à des salariés d'Air France ou de Goodyear, on n'est plus dans la même séquence. Ou alors on ne discute plus du même monde. Ou alors on discute d'idées abstraites. Parce qu'il y a en effet quelque chose que j'entends, qui était une histoire qu'on pouvait discuter abstraitement, concrètement, sur les bases de faits concrets, où j'allais dire, si on est un peu humble, personne dans les grandes familles politiques, aussi contradictoires soient-elles, pouvait dire qu'elle avait gagné, puisque qui peut dire qu'il a eu raison quant à l'émancipation de l'humanité aujourd'hui dans le mouvement ouvrier? Personne. Personne. Mais là, on n'est plus à cette étape-là. Le MEDEF à l'oreille du gouvernement, ou des syndicats en prison. On parle de ça, pas d'autre chose. Et d'ailleurs, le problème, c'est même pas moi, c'est pour ça que c'est pas un débat abstrait. La réalité du monde dans lequel on vit, et d'ailleurs, c'est un point commun à toute l'Europe, par exemple, puisqu'on parle d'Europe, c'est quand on demande au commun des mortels quelle est la différence entre la gauche et la droite, ben, ils la font plus. Et quel est le drame quand on a le cœur à gauche? C'est que la seule expression politique qu'on ait eue jusqu'à présent de ceux qui voulaient dire la gauche et la droite, c'est la même chose, c'était le vote Front National. Il y a eu une expression politique un peu différente, heureusement. C'est le mouvement qu'on vient de connaître. Avec des tas de gens de gauche, et pas n'importe lesquels, y compris, alors moi, c'est pas mon registre, hein, mais des gens qui sont descendus dans la rue sur un ressort en disant mais ça va trop loin. Il y a des débats qui sont liés à l'histoire, mais il y a des fractures morales et sociales. Moi, j'en retiens deux. Je ne vais pas faire la longue liste des griefs que j'ai avec ce gouvernement, mais il y a une fracture morale, c'est la déchéance de la nationalité,
Et puis il y a une fracture sociale, c'est le code du travail. Là, on parle d'autre chose. Ou alors, on m'annonce ce soir qu'il y a en effet une orientation politique qui n'a plus rien à voir avec ce que j'entends, mais à un moment donné, on a des yeux pour voir et comprendre concrètement ce qui est en train de se passer. Alors, je termine sur l'internationalisme. Oui, mais qui c'est qui est en train de le tuer, l'internationalisme, aujourd'hui ? La perspective internationaliste, c'est quoi ? C'est dire que la seule frontière qu'on reconnaît vraiment au fond de nous-mêmes, c'est la frontière qu'opposent les exploiteurs aux exploités. Ce n'est pas la frontière géographique. Ça veut dire que concrètement, on a plus de points communs, par exemple, avec des retraités grecs qu'avec des capitalistes français. Comment on a aidé la possibilité pour un gouvernement grec de sortir de l'austérité face à la menace concrète de la troïka? On n'était pas là, on était du côté des banques françaises pendant des années. Pire, et là je vais éviter de me mettre en colère, les frontières géographiques, c'est quoi? C'est le débat sur l'immigration. Et là, ce n'est pas une petite affaire. Parce que j'entends le discours, et si c'était que des mots, ce ne serait pas si grave. On ne peut pas accueillir tout le monde. Comment faire face aux réfugiés? J'entends même dire, même dans une partie de la gauche radicale, et je pense à Jean-Luc Mélenchon, il faudrait dire, puisqu'on ne veut pas qu'ils viennent tous, ce n'est pas tout à fait ces mots. Il faut faire en sorte. Et moi, je vous pose la question, qui est autorisé sur cette planète à dire à quelqu'un « tu peux partir ou ne pas partir » quand on se revendique de l'histoire du mouvement ouvrier dont on a parlé, quelles que soient ses filiations. Donc pour conclure, c'est des choses très graves. Et on ne peut pas les évoquer simplement par des sujets d'idées comme si c'était un colloque abstrait. Là, dans le vécu quotidien de millions de personnes qui avaient le cœur à gauche, les gens sont déboussolés. Alors j'avoue à mon corps défendant que je n'ai pas la réponse à tous les sujets, mais dans ce grand bordel-là, on a intérêt à reprendre les sujets de là où ils sont, c'est-à-dire à ras du sol. Henri Weber. Bon, moi, je ne partage pas du tout la vision catastrophiste. On ne va pas de défaite en défaite. Les pays européens ont atteint un niveau de civilisation, de protection sociale, d'égalité homme-femme, de niveau culturel, de scolarisation, qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Dire que c'est le résultat d'un processus de défaite en défaite, c'est ce qui explique, de la même manière que tu as ton dégagement sur la question de l'immigration, que l'organisation que tu représentes, depuis 80 ans, n'arrive pas à convaincre qui que ce soit. Qui que ce soit. Bon, vous êtes toujours autour de 1% et 5% dans les périodes fastes, parce que vous tenez un discours qui n'a rien à voir, avec la réalité. Rien à voir. Non. On va voir si ça va se retrouver. Alors moi, je veux déprovincialiser un peu le débat. Bon. Pourquoi, en France, nous avons 10,3% de chômeurs? Pourquoi, en France, les entrepreneurs de PME, TPE, première embauche à 90% en contrat à durée déterminée? Pourquoi, c'est la question que posait Montebourg sans donner de réponse, pourquoi on n'est pas capable de faire comme les autres, comme les Rhénans, comme les Scandinaves, les Nordiques? Il y a aujourd'hui 4,2% de chômeurs en Allemagne. Il y a dans toute une partie de l'Allemagne, qui n'est pas l'Allemagne de l'Est, non seulement le plein emploi, mais le suremploi. Ça éclaire aussi en partie l'accueil qu'ils ont fait aux immigrés au début. Parce qu'ils ont une grande pénurie de main-d'œuvre. De défaite en défaite, ils sont allés à une grande pénurie de main-d'œuvre. Bon, ils ont créé le SMIC. Ils augmentent les salaires de 3% depuis 2010. Ils ont des excédents de 240 milliards d'euros par an de la balance commerciale. Bon, je peux t'en faire le même discours s'agissant du Danemark, s'agissant de l'Autriche, de la Tchéquie, de tous les pays scandinaves, à commencer par la Suède. Bon, bien, où l'imposition est très élevée, la redistribution sociale est très élevée, moins que chez nous désormais, parce que les fameux libéraux que nous sommes, bon, ils prélèvent sur la richesse nationale 57% de la richesse produite et ils la redistribuent. Les transferts sociaux, ça représente 35% du pouvoir d'achat des ménages. Ça, c'est du libéralisme.
C'est la destruction des mots que de qualifier les choses comme ça. Et qui détruit les mots, détruit la pensée. Donc, nous pouvons tout à fait faire ce que font les autres, en nous inspirant aussi un peu de leur méthodologie, qui est le compromis précisément. C'est eux qui l'ont inventé, les Scandinaves, et c'est ceux qui l'ont porté à une très grande échelle, les Rhénans, y compris en inventant la cogestion des grandes entreprises. Donc il faut, je ne dis pas une seconde qu'il faut importer, parce que nous, malheureusement, nous n'avons pas les mêmes ressources, ni la même culture, ni les mêmes traditions. Et en général, c'est que ces choses-là ne s'importent pas. Mais on peut apprendre de chez eux. Quand je vois ce qu'ont fait les Danois avec la flexi-sécurité, je le sais très bien, c'est Poul Rasmussen, avec qui j'ai été député européen, qui était Premier ministre et qui l'a inventé. Qu'est-ce que c'est que ça? Au Danemark, parce que c'est une économie qui est tournée vers l'export. Au Danemark, il y a une grande facilité pour licencier, pour pouvoir ajuster les effectifs à la demande et à ses fluctuations. Mais simultanément, celui qui est licencié est assuré de toucher un revenu décent pendant 4 années. 4 années, encore aujourd'hui. Autrement dit, il ne se crée pas un ulcère à l'estomac. 4 années, il touche son salaire. 70% quand ce salaire est au-dessus du salaire médian. 90% quand il est au niveau et en dessous du salaire médian. Et immédiatement, il est saisi par tout un appareil de formation, de requalification, qui fait que rarissimes sont ceux qui restent 4 ans au chômage. La plupart, au bout de 6 mois, 1 an, ils ont retrouvé du boulot. Et d'ailleurs, au Danemark, 30% de la population change de poste chaque année. Il y a ce type de mobilité-là. Bon, alors en quoi est-ce ultralibéral? En quoi est-ce une défaite? En quoi est-ce une capitulation? Non, nous sommes confrontés à une situation où non seulement il y a cette mondialisation du capitalisme, de l'économie, dont je parlais tout à l'heure, et qui bouleverse les rapports de force, mais nous sommes confrontés aussi à une 3e révolution industrielle. Ce n'est pas la révolution industrielle de la numérisation seulement, c'est la révolution industrielle de la convergence des BNIC, biotechnologie, nanotechnologie, informatique de 2e génération, intelligence artificielle. C'est une révolution industrielle sans précédent, de l'ampleur des précédentes et même davantage, qui va tout bouleverser. La façon de produire, de consommer, de travailler, d'apprendre, on le voit déjà. Ce qui impose aux partis de gauche, aux syndicats, à la social-démocratie, de s'adapter de façon progressiste à ce nouvel environnement. Et puis, il y a, et je termine là-dessus parce que je ne veux pas rester seulement dans l'économie, il y a aussi le fait que la guerre s'est réinvitée sur le vieux continent. On a eu 70 ans de paix, hormis la tragédie yougoslave. Mais aujourd'hui, elle s'est réinvitée sur le continent, en son cœur, avec le terrorisme djihadiste, sur ses marges, avec le retour de l'impérialisme grand russe. La question de la sécurité, de la défense est une question centrale. Il faut être capable d'y répondre. La réponse est d'abord européenne et nationale. Et puis, il y a le changement de nature et d'ampleur des mouvements migratoires. On peut dire, comme on disait du temps où j'en étais, les frontières, on s'en fout, intérêt national, intérêt du capital. Combien de fois ai-je scandé et fait scander ce mot d'ordre stupide? Stupide. Les frontières, on s'en fout pas, et la nation, la patrie, c'est le bien de ceux qui n'ont pas de bien. Et dire que on doit accueillir toute la misère du monde, comme tu viens de nous l'expliquer, c'est se marginaliser de façon définitive, et puis c'est aller à l'encontre Alors, nous avons défini une doctrine, on la doit à Michel Rocard. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais nous en prenons notre juste part. Et cette juste part, je termine là-dessus, c'est 200 000 immigrés non communautaires par an depuis 30 ans. Voilà ce que nous faisons. Nous prenons notre part, et le problème maintenant, c'est de réussir l'intégration. Cette intégration est réussie pour beaucoup. Vous avez vu l'enquête d'opinion du JDD. Les trois quarts de ces immigrés d'origine musulmane
D'accord, bon d'accord. On avait surtout lu et traité le gros rapport de l'INED sur les trajectoires de l'immigration. Tout à fait, qui est, tout à fait. à notre avis, autrement dit, le creuset français, ça marche. Il faut le faire marcher davantage, parce que pour un quart, ça marche pas. Mais on, voilà, on accueille quoi quand même quelques dizaines de Syriens en France là en ce moment, c'est ça pour l'instant? Combien Oui, de chiffres, c'est quoi, pour l'instant, les Syriens, on va les chercher à Munich. 960. Parce qu'ils ne sont pas volontaires pour venir ici. Parce qu'ils n'ont pas compris. Alors, on va arriver à la fin. Je vais laisser Olivier Besancenot réagir à ce que vous venez de dire. Et après, j'ai une question pour Henri Weber. Non, mais il y a beaucoup de choses. Bon, donc, déjà, j'ai bien compris que, si j'ai bien compris, le gouvernement Hollande a fait la moitié du boulot par rapport au modèle danois. Puisque le modèle danois, si j'ai bien compris, c'est la liberté de licencier avec la sécurité derrière. Donc, pour la liberté de licencier, vous avez fait le taf. En 5 ans, c'est fait. On est très très loin. Donc j'imagine que vous nous réclamez 5 ans supplémentaires pour amener la sécurité derrière. C'est anachronique. Ce discours-là, pardon de le dire, mais ça fait... il y a 10 ans encore, je pouvais éventuellement l'entendre, mais même dans ces pays-là, du soi-disant modèle, on a une percée de l'extrême droite, on a même dans les pays en Allemagne où le taux de chômage est plus faible, beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité. Qui peut dire qu'il y a un modèle aujourd'hui? Franchement, bonne chance. Mais sur la guerre... Mon Dieu, sur la guerre. Dire qu'on on a vécu 70 ans dans la paix? Nous? En France? En Europe, oui. Vous, votre parti, là, qui a été au gouvernement à maintes reprises pendant 30 ans, il n'y a jamais eu de guerre. La France n'a jamais mené de guerre ces 30 dernières années. Mon Dieu, qu'elle en a mené. Sur le continent africain. Fais pas semblant de pas comprendre. La France, non. Je te parle de guerre en Europe qu'on a eu au XXe siècle. Et alors on ne peut pas faire des grandes tirades sur l'internationalisme, d'un côté, et oublier simplement le restant de l'humanité et rester ethnocentrique à ce point-là, au point de croire que l'humanité, c'est la France, quelques pays autour, c'est-à-dire l'Europe. C'est pas digne de toi, ça. La France est ce seul pays dans le monde qui se permet, depuis les décolonisations, d'avoir une intervention militaire tous les ans et demi. Quelles que soient les étiquettes au pouvoir. Ça s'appelle la France-Afrique. Alors dire qu'on a été en paix, on ne l'a pas été. Et sous Hollande, on ne l'a pas été. Heureusement. Même sur ce terrain-là, Fallait pas aller au Mali. même sur ce terrain-là. Fallait pas aller au Mali. Non, même sur ce terrain-là, vous n'avez pas été foutu au gouvernement d'amener 1 gramme de différence entre un gouvernement de droite et un gouvernement de gauche. Et il y a un petit rapport, entre les guerres dans le monde menées par les puissances les plus riches, entre la misère dans le monde menée par le diktat des pays les plus riches dans le monde, et puis les flux migratoires. Il y a un tout petit rapport dans le schmilblick. Ça aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le patrimoine commun de gens qui se référaient à gauche. En tous les cas, c'est le discours commun qu'on ait contre le gouvernement de droite quand il était au gouvernement. Donc le 2 poids 2 mesures, au bout d'un moment, c'est un petit peu épuisant. Alors si on veut revenir sur le terrain des idées, et le terrain des idées générales, comment amener le changement? Comment amener le rapport de force? C'est tout le problème. Je crois qu'on sous-estime, je vais même oublier la politique 30 secondes, je vais parler simplement du rapport humain à notre propre camp social et camp politique. On a vécu, pour revenir sur un milieu très ethnocentrique et égocentrique, on vit dans un pays qui est un des berceaux de la construction du mouvement ouvrier, où quelque part, pour des générations entières, le mouvement ouvrier, ça signifiait quelque chose. Et aujourd'hui, dans le cadre des évolutions du système capitaliste, ça signifie de moins en moins. Pourquoi? Parce que derrière, on a des orientations politiques, on a des mesures, on a des gouvernements qui mènent la même politique, et puis on a des mots, des offensives idéologiques sur les mots. Paul Valéry en a fait des belles citations. Il disait par exemple... C'est fini à partir du moment où on commence par croire qu'on est ce que les autres disent de nous. On est fini quand on commence par croire qu'on est ce que nos adversaires disent de nous. Ça veut dire quand on se définit nous-mêmes à partir des mots, du vocabulaire de nos adversaires. Je vais prendre qu'un seul exemple, dont Hollande est responsable. C'était la promesse de campagne de Nicolas Sarkozy, le coût du travail. François Hollande, il avait un adversaire, c'était la finance. Il n'a jamais parlé de compétitivité. Il arrive au pouvoir, on lui pond un rapport, il y a une petite pétition de quelques capitalistes français qui lui demandent plus de compétitivité, il faut s'attaquer au coût du travail.
Et on a été des millions de producteurs de richesses, de biens, de services, avec ou sans emploi, à être rebaptisés du matin jusqu'au soir, coût du travail. Nous qui, dans le langage commun, dans l'héritage commun dont on parlait, lié à cette longue histoire, étions encore il n'y a pas si longtemps le monde du travail, la force de travail, on est devenu un coup. Bah ouais, je suis bien d'accord. C'est vraiment désolant. Et moi, je suis bien désolé d'en arriver là. C'est surtout absurde. Qu'est-ce qui est absurde? C'est mon invention, le coût du travail? Je sais pas. Henri. Parce que, bon, on voit bien, là, vous n'allez pas épuiser les accords, mais cette soirée consacrée au Parti socialiste était aussi pour aborder, au-delà des politiques concrètes et des désaccords concrets, aussi cette crise de confiance. Si vous avez fait ce livre, c'est aussi pour essayer de répondre à cette crise de confiance. Or, dans ce débat, ce qui me frappe, c'est vous parlez comme si simplement une politique qui n'était pas celle des promesses électorales, une politique qui ne parlait pas à ses électeurs, une politique qui faisait des choses différentes sans avoir consulté, sans avoir délibéré. C'est-à-dire comme si vous, alors que vous êtes en campagne et que vous voudriez que, c'est pour ça que j'ai dit un appel au secours, que des électeurs viennent à votre secours, vous faites comme si cette crise de confiance n'existait pas, comme si elle était simplement un prurite radical, comme si elle n'était pas très largement, profondément partagée dans ce qu'on appelle, on en reste à le peuple de gauche, si on passe du mouvement ouvrier au terrain électoral. Comme si vous n'aviez pas, quand on lit votre livre, comme si les 4 ans, je rappelle juste quand vous disiez le dos au mur, ces 4 ans commencent, une majorité à l'Assemblée, une majorité exceptionnelle au Sénat, c'était jamais arrivé sous la Ve République, une majorité de régions, une majorité de grandes villes, une majorité de départements. Jamais la gauche n'a eu tant les manettes institutionnelles. Et au bout du compte, il y a cette crise de confiance. Et ça, c'est pas de la faute de vos électeurs. Et vous, que dites-vous là-dessus? Alors, depuis que nous sommes là, il y a 600 000 chômeurs supplémentaires. Bon, du temps de Sarkozy, en 5 ans, il y a eu 750 000 chômeurs supplémentaires. Mais il y a eu 600 000 chômeurs supplémentaires. À partir de là, on est inaudible. 600 000 chômeurs supplémentaires. La confiance se ramène à une statistique. Non, parce que c'est du vécu, c'est pas une statistique. D'accord. Bon. Alors maintenant, on peut expliquer et comprendre ce que c'est qu'un système de rapport de force et un système de contrainte. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, la situation se résumé en 4 chiffres. 0, 10, 90, 75. 0, c'était le taux de croissance. 10%, c'était le niveau du chômage, déjà. 90%, c'était le déficit du budget. Oui. Et 75 milliards, c'était le déficit de la balance commerciale. Dès lors, le gouvernement Ayrault et François Hollande devaient répondre à 2 impératifs. Le premier impératif, c'était d'empêcher de tomber dans la déflation et l'envolée des taux d'intérêt. Parce que quand on a 1800 milliards de dettes et qu'on doit emprunter 200 milliards par an, si tu les empruntes à 2%, tu peux survivre. Si tu les empruntes à 7, 8, 9%, comme les Italiens, les Espagnols, les Portugais, pour ne pas dire 23% comme les Grecs, tu es mort. Bon. Comme il nous reste peu de temps, oui. Ma question n'était pas, vous oui. repartez sur un plaidoyer sur les chiffres, ma question c'était sur simplement cette crise de confiance qui existe. Bon, elle existe évidemment pour les raisons que j'ai dites, c'est que, et même au-delà, nous avons été obligés d'endosser un emploi à contre-pied. Quand la gauche arrive, c'est distribution générale. Des salaires, des revenus, des droits. Nous avons été, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure et quelques autres, contraints de régler 2 problèmes. Le premier problème, c'est d'empêcher l'envolée des taux, ce qui a impliqué une certaine politique. Le deuxième problème, au moins aussi important, c'est d'enrayer l'effondrement de l'industrie française. Parce que ça, c'est des sujets qui sont parfaitement documentés. On est passé
à la 15e place sur 18 dans l'Union européenne du point de vue de l'industrie, de ce qu'elle apporte comme richesse. Véritable affaissement. Et pourquoi ? Parce que les marges d'exploitation des entreprises avaient chuté à 28%, alors qu'elles étaient à 40% en Allemagne. À 28%, il n'y a pas d'investissement possible. Et donc nous avons fait ce qu'il fallait faire pour reconstituer ces marges, pour que les entreprises puissent à nouveau investir. Ce qu'elles font. Bien, donc on a été à contre-pied et on a obtenu des résultats tardivement. Les résultats commencent. Il y a eu 180 000 emplois supplémentaires créés en 2015. C'est peu par rapport à 600 000. Et voilà pourquoi nous sommes en grande difficulté. Mais ma conviction, c'est que nous avons fait ce qu'il fallait faire dans... D'accord. Je n'ai pas ma réponse à la crise de confiance, parce que vous n'avez pas évoqué toutes ces questions qui ont été élaborées. Avant, vous avez entendu cette jeune socialiste qui a quitté et qui, au moment de la déchéance nationale, qui parlait de l'attitude de Manuel Valls au moment du Burkini. Tout ça fait partie. Or, vous nous parlez que de... Non, je peux tout à fait parler du reste. Le reste, ce sont les erreurs que vous mentionnez en incise. Mais j'en parle. Je parle de tout ça. Quand je dis qu'il y a eu des grosses erreurs de navigation... Oui, c'est bien ça. Et qu'il n'y a pas toujours... Mais vous ne les mentionnez pas, c'est pour ça que je... Non. Ça, ce sera pour le prochain volume. Hein. Après la bataille électorale. Parce que moi, je suis en bataille électorale. Parce que moi, je ne suis pas défaitiste. Moi, je ne me résigne pas à ce que les ultra-libéraux, les ultra-sécuritaires, les ultra-identitaires s'emparent du pouvoir. Je ne veux pas du retour de Sarkozy. Et je ne me résigne pas. Organisé, d'accord. Alors, la réaction n'est pas moi. Non, je ne sais pas. Non, mais que la salle réussisse comme ça ne me surprend pas. Je sais où je suis. Absolument. Et je suis venu quand même. Alors, Olivier Besancenot, cet appel à la raison électorale, à la raison électorale, face à l'ultralibéralisme, face à Sarkozy, je ne me résigne pas et tout. Bon, voilà. De toute façon, cet appel à la raison électorale, je le connais depuis toujours. Et évidemment, depuis Trotsky, 1930. Oui, il est plus récent. C'est une allusion pour que tout le monde comprenne. Oui, j'ai bien compris. Au front unique. Aux allusions front unique avec les staliniens et les sociodémocrates. Aux allusions un peu lourdes. Perso, je me noie. Excusez-moi. Voilà. Mais il y a un passé un petit peu plus récent. Un petit peu plus récent, c'est l'appel lancinant au vote utile. On connaît. Bon, c'est fini. Le vote utile, c'est fini. Mais au-delà de ça, parce que c'est pas moi qu'il faut convaincre de toute façon, puis je pense que c'est pas le but du jeu. Je pense que la solution n'est même plus sur le terrain électoral. Parce que quand on parle de crise de confiance, pourquoi moi je suis énervé et en colère? Je devrais pas. J'ai toujours pensé que nos deux gauches étaient irréconciliables politiquement. Le problème, c'est que leur politique a une conséquence sur tout notre compte social. Et c'est ça qui est dramatique. Et que le sursaut, il est tellement profond qu'il ne pourra pas naître de tel ou tel succès de la campagne électorale. Il peut venir que d'un accès de conscience. Face à une crise de confiance, il faut un accès de conscience. Moi, j'ai vu des prémices de ça dans la mobilisation. Pas que celle-là, parce qu'elle est partielle. Il y a des luttes sur l'écologie, des luttes antiracistes qui rappellent aussi ça. Dans les quartiers populaires, dans les entreprises, il y a des équipes qui viennent d'horizons complètement différents, qui sont en train d'avoir cette conscience-là. Et qui se disent, on est tous orphelins de quelque chose de neuf. Pas complètement neuf, parce qu'il ne s'agit pas de faire de démagogie, on ne fait pas du neuf qu'avec du neuf, mais on est tous orphelins d'une nouvelle représentation politique, qui soit une orientation qui n'a rien à voir avec celle qu'on a connue, et qui soit en même temps une représentation politique qui n'a plus rien à voir avec cette représentation politique politicienne et professionnelle dont on est en train de crever, y compris à gauche, y compris dans la gauche radicale. Donc moi, c'est pour ça que je suis loin, la gauche radicale, je le pense, oui, dans une vision de la gauche radicale qui se rend, à mon avis, beaucoup trop prisonnière de l'agenda de la Ve République. Nous, on a un candidat, c'est Philippe Poutou. Moi, je suis très fier de notre candidature. Je l'amènerai, je mouillerai ma chemise. 1%, a dit Henri Weber. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je disais que, au rythme où ça va, on devrait se croiser dans pas longtemps, parce que tout le monde devrait avoir un peu d'humilité. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la gauche radicale, nous qui avons tellement critiqué la Ve République, on devrait se dire, dans des moments comme ceux qu'on a connus ces 4 derniers mois, on a créé à un moment donné, même partiel, notre propre espace, notre propre agenda. On posait nos propres réflexions, nos propres revendications. On n'était plus tributaire des sondages, des anciennes façons de penser. On voulait, parce que je ne fais pas de démagogie, prendre les meilleures des traditions du passé, mais essayer de faire quelque chose de neuf. Donc tout ça pour dire que moi j'ai confiance. Cette crise politique terrible qui nous ronge, qui nous mine, qui nous met en colère,
elle ne va pas durer éternellement. Enfin, on ne va pas écouter ces discours en permanence, à nous dire « redonnez-nous la chance que vous nous avez donnée déjà des milliers de fois, promis, juré, craché, on ne vous la fera pas à l'envers ». Ça, c'est fini. Donc, ceux qui nous regardent, il n'y a que deux possibilités. Soit on continue à se lamenter et à se dire « allez, finalement, on va continuer à déléguer le sort aux mêmes », soit on se prend en main, nous-mêmes, on essaye, quelles que soient nos filiations politiques. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir. Pour prendre les références historiques du début, prolétaires, sauvons-nous nous-mêmes. Absolument. Voilà. Et surtout, unissez-vous. Bon, alors, très bien. Voilà. Mais Nous allons continuer. Mais pas avec les exploiteurs, dit Olivier Besancenot. Bon, on est bien d'accord. On va bon, je ne sais pas si c'est... Si, ça se termine sur un point de convergence. C'est une mention de synthèse, alors. Voilà, momentanée. Bon, Mathieu, oui, c'est fini. Alors, c'est des débats, on est tous d'accord. C'est des débats comme on peut en avoir qu'à Mediapart. C'est bien, ça dure 1 heure. Ça dure. C'était très bien. Merci à tous les deux. Voilà, il n'y a que chez nous que ça peut se passer, ce genre de rencontre. On est très content de le faire. Voilà, merci beaucoup. On le rappelle, hein, bien sûr, petit commerce, bien sûr, à nouveau. 6 mois, 20 €, je fais très bien le travail, voilà. Et puis, on se voit donc le mois prochain avec d'autres débats. Ça devrait être autour du 20 octobre. Du 20 octobre. Et après, en novembre, on va probablement en faire encore plus pour qu'il y ait encore plus de débats comme cela quand les paysages se précisera, où on a du temps, y compris pour se dire quelques vérités comme vous l'avez fait. Merci. À la prochaine sur Mediapart.